Carnaval, le dernier endroit où il faut être. Tiens, dans quel groupe es-tu? Vous sortez comment dimanche? Je ne t'ai pas vu la semaine dernière, tu n'étais pas là. Carnaval, le dernier endroit où l'on nous parle de tradition et de mythes. Oui, c'est une tradition guadeloupéenne. La preuve, nous avons inventé la mi-carême qu'il n'y a pas en Martinique. Si nous essayons de regarder cette histoire rapidement, à travers une frise chronologique, qu'est-ce qu'on observe? Premier point, et c'est lui le point essentiel. Le carnaval, chez nous, c'est une affaire de colons français. Quand ils arrivent, ils nous portent le calendrier grégorien. Un calendrier qui a réussi l'astuce de mêler les fêtes païennes et les fêtes religieuses. Et c'est pour ça que dedans, on a inscrit le Mardi Gras, qui est une antique fête païenne, juste à côté du mercredi des Cendres, qui est une fête liturgique. Et le calendrier se décline de la sorte. Les colons arrivant, ils arrivent effectivement, et c'est normal, avec leur rite, avec leur fête. Et c'est ainsi que de l'épiphanie à Mardi Gras, c'est une période générale de ripaille. Les beignets de carnaval, ça vient de là. Manger gras et compagnie. C'est une période de bal et c'est une période de mascarade, d'inversion des symboles, des hommes se déguisant en femmes, des riches qui se déguisent en pauvres et des colons qui se déguisent souvent en esclaves. Une période qui a son apothéose, le Mardi Gras. Une période aussi qui est une période, je dirais, de ségrégation. Car en effet, ces colons qui organisent leur bal ne permettent pas l'accession à leur bal de mulâtres et de noirs libres. Quant aux esclaves, aux esclavisés, ils se voient concéder uniquement les jours gras. Voilà le modèle de départ que ces colons français imposent. Et c'est ce même modèle-là qui va tourner dans toutes les Amériques, les Caraïbes y compris, où ils sont présents. Sauf que le modèle, depuis pendant la période esclavagiste, il va évoluer. Et c'est le deuxième temps de ce propos. Le modèle évolue d'abord autour des bals. Les bals sont d'abord des bals par invitation. Les mulâtres et les noirs libres, qui ne sont pas autorisés à participer au bal par invitation des colons blancs, vont organiser leur propre bal par invitation, en reprenant les codes des mascarades et autres. Les esclaves à qui on va concéder les jours gras pendant cette période vont organiser également leur bal par invitation avec toute une symbolique dans laquelle on voit apparaître des rois et des reines et des gens qui s'habillent. Alors, deux interprétations. Soit ils s'habillent pour singer les colons, soit en même temps, il y a le repère de leur société traditionnelle qui apparaît là. Et ces bals par invitation sont assez particuliers parce que ce décorum, il mérite d'être respecté par les participants. Et c'est pour ça qu'on les appelle aussi des bals à amende. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas le décorum, vous êtes sanctionné. J'invite la population
les gens qui sont présents à se questionner sur quel est le dernier bal de ce type qui existe encore en Guadeloupe. Répondez, résoudez. Mais, un deuxième phénomène va apparaître. On va commencer à faire des bals payants, ce qu'on appelle des bals à souscription. Eh bien, à partir de ce moment-là, il y aura, pour les mulâtres et pour les noirs, la possibilité d'organiser ces bals à souscription, sauf qu'ils doivent être autorisés par la police. Donc, quand vous consultez les décisions du conseil privé et des juridictions de ces époques, vous constatez la quantité de recours qu'il y a pour aller à l'encontre des interdictions qui avaient été faites. Et de leur côté, les esclaves qui ne sont pas dans cette structure de bal, finalement, ils sont intégrés dans d'autres activités qui sont aussi des activités dans lesquelles il y a des mascarades. La première, c'est la fête du Saint-Sacrement, 40 jours après Pâques, dans laquelle on organise des processions dans lesquelles vous arrivez avec votre bannière. L'Église leur permet de venir avec la bannière des ethnies auxquelles ils appartenaient. Donc, ils sont dans un processus de ce type. Deuxième chose, ce sont les charivaris. Quand on organise des charivaris, c'est un chahut collectif, ces charivaris sont interdits. Ils continuent malgré tout à se produire, masqués. Là encore, les esclaves participent à ces charivaris. Donc on a toute une série de manifestations de type carnavalesque qui se développent sous la période esclavagiste. Maintenant, troisième temps du propos, nous arrivons à la période de la liberté. On aurait imaginé qu'au moment de la survenance de cette liberté, les gens tombent dans des fêtes. Erreur. La Guadeloupe reste pendant 4 ans sous état de siège. Donc, il y a une réglementation sérieuse sur les cabarets. Il y a une interdiction de circuler. Il vous faut un passeport pour sortir d'une ville, aller à une autre. Et il y a une réglementation de la mendicité. C'est à partir de 1852 que ces choses-là vont évoluer. Par contre, il faudra attendre la Troisième République pour voir un changement extrêmement important. La Troisième République qui va valider le discours de la petite patrie dans la grande patrie. Si vous aimez votre petite patrie, vous serez mieux dans la grande patrie. 2 conséquences. Les gens qui ont mis en œuvre ce discours commencent à se dire on va laïciser le carnaval. Et c'est pour ça qu'en 1882, la manifestation carnavalesque la plus importante de France, c'est pas le Mardi Gras, c'est la mi-carême. Là, nous quoi dire là, c'est nous il fait là. Voilà un élément. Et le deuxième élément, c'est le débat sur la question du folklore. Nous, on va entrer dans ça à partir de la question du folklore. Les associations folkloriques vont se multiplier et ça va nous donner un système qui va fonctionner jusqu'à la fin des années 70 avec des associations culturelles et sportives qui se créent, qui travaillent fondamentalement sur les questions de culture locale, qui sont partie prenante de l'organisation du carnaval, mais surtout de l'organisation des jours gras. Nous avons un système qui tourne dans lequel 3 manifestations vont de pair, qui sont 1. L'élection de Miss Guadeloupe, 2. Le concours de la plus belle bikini, et 3. Le carnaval. Les 2 premières introduisant la dernière. Et c'est comme ça que nous avons des défilés pendant les jours gras. Le reste du temps, vous avez un système qui tourne avec ce qu'on appelle des masses, mais qui, curieusement, sortent le matin et à 18h, ils sont déjà entrés parce qu'il faut être démasqué à 18h. Et vous avez une floraison de systèmes qui se développent, masse à fouette, masse à cône, masse à ci et ça, chacune avec une musique.
c'est le système qui tourne, qui sera fragilisé après les événements de 1967, à tel point qu'on va se demander est-ce que ce carnaval va perdurer, et qui nous permet ensuite, à partir de 70, de construire ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Une espèce de structure un peu gigantesque où vous avez plus de 300 associations déclarées qui ont pour occurrence carnaval. Une structure qui est organisée autour d'un triptyque Massacon, Massacre-Esclair, Timas, une structure où tous les dimanches sont des dimanches gras. Donc, vraiment, un nouveau modèle de carnaval. Alors, quand c'est comme ça, que peut-on dire en matière de tradition? Est-ce que finalement, la tradition carnavalesque dont nous parlons, ce n'est pas une succession de mythes? Est-ce que la seule tradition, ça ne serait pas la période dans laquelle le carnaval se déroule? Et encore, ça va changer d'après ce que je vois. Est-ce que finalement, ça n'est pas une tradition à hauteur d'homme? Et est-ce que l'important, ça n'est pas le mouvement, la création permanente qu'il y a? Je me pose la question. Ah, le carnaval, le dernier endroit où on cause maintenant.